Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique, les technologies, l'innovation. On parle aussi mobile business dans cette émission, bien entendu, avec Jérôme Bouteiller, le rédacteur en chef fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Fabien Aumont, qui est directeur marketing produit chez Adform. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous allez nous parler de marketing mobile, mais aussi de développement durable, de considération environnementale. On ne pense pas forcément que les deux vont de pair. Pourtant, ce sont aujourd'hui des obligations qui s'imposent à nous tous. Alors, avant de vous entendre sur la manière dont ces deux activités peuvent fonctionner, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments de contexte sur ces défis environnementaux ? Oui Delphine, alors vous avez sans doute lu il y a quelques semaines le nouveau rapport du GIEC qui nous confirme que la décennie 2010-2020 a été la plus chaude depuis 120 000 ans, que le taux de carbone dans l'atmosphère a atteint des records qu'on n'avait pas vus depuis 2 millions d'années et qu'on se dirige effectivement vers un réchauffement global de 1,5 degré d'ici 2030, ce qui devrait avoir un impact sur le quotidien de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des zones impactées par le changement climatique. Alors la grande question, c'est de savoir si on peut inverser cette tendance en atteignant la neutralité carbone à l'horizon 2050 et ainsi éviter le scénario catastrophe d'un réchauffement global de 3 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et alors, que pèse le numérique et le mobile dans cette émission de gaz à effet de serre globale ? Alors, historiquement, pas grand-chose, parce que c'était plutôt des secteurs comme la production d'électricité, 41% des gaz à effet de serre, les transports, 24%, ou encore l'industrie, 19%, qui étaient pointés du doigt. Mais selon The Shift Project, le poids du numérique a beaucoup augmenté. Il est passé de 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et devrait atteindre les 8% à l'horizon 2025 en raison d'un taux de croissance annuel très rapide, de l'ordre de 8% par an. Et donc, si des secteurs comme le transport, je le disais, ont entamé leur transition écologique, c'est désormais au numérique, évidemment, de faire l'effort partout dans le monde et notamment en France. Et quels sont les chiffres pour la France ? Alors, en France, on est un peu particulier parce que la production d'électricité, elle repose en grande partie sur des centrales nucléaires. Et selon un calcul qui a été fait par l'ADEME et l'ARCEP, le numérique, ça représente environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France, et ça repose essentiellement sur les terminaux. Les terminaux, c'est 79% de cette empreinte carbone, les centres de données 16% et les réseaux 5%. Mais si rien n'est fait, l'ADEME et l'ARCEP redoutent une croissance de 65% du nombre de terminaux, de 600% de la bande passante, ce qui pourrait entraîner une hausse de 45% des émissions de gaz carbonique à l'horizon 2030 et même de plus de 187% à l'horizon 2050. Ça représenterait à peu près 50 millions de tonnes, soit 10% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, donc dans ce scénario catastrophe. Bon, il y a des recommandations quand même pour avancer dans la bonne direction. Ah oui, alors l'ADEME et l'ARCEP parlent de sobriété numérique et le premier effort, il doit concerner les terminaux. Ils ne sont pas fabriqués en France, mais on continue de les acheter massivement. Alors en gros, l'idée, ça serait de ralentir le cycle de rachat des smartphones. Aujourd'hui, on en rachète à peu près tous les 2 ans. Il faudrait passer à 3 ou 4 ans. Il faudrait aussi essayer de se tourner vers des modèles éco-conçus avec des matériaux renouvelables ou recyclés. Il faudrait aussi opter pour l'économie circulaire en achetant des smartphones de seconde main. Il y a aussi un sujet sur la multiplication des terminaux. On le voit avec l'IoT, on multiplie les périphériques et les écrans. Il y a en général 2 smartphones deux accessoires par smartphone. Et donc, il faut s'engager dans une sobriété, essayer d'acheter moins de produits à l'avenir. Et aussi des efforts à faire du côté des réseaux. Oui, effectivement, il y a tout un sujet autour de la bande passante, je le disais, qui représente jusqu'à 20% des émissions de gaz carbonique en France. Selon l'ADEME, c'est environ une consommation de 18 grammes de CO2 par gigaoctet sur une ligne fixe et jusqu'à 50 grammes de CO2 sur une ligne mobile. Donc concrètement, il faudrait consommer moins de fichiers vidéo, privilégier le Wi-Fi au détriment de la 4G ou de la 5G, privilégier aussi des fichiers basse def au lieu de prendre de la haute définition. Malheureusement, c'est pas du tout dans cette direction que vont les internautes et les mobinautes. Selon le Ericsson Mobility Report, la vidéo représentera 76% de la bande passante sur les réseaux cellulaires en 2026 contre 64% aujourd'hui. Et une vidéo peut consommer à elle seule l'équivalent de 100 grammes de CO2 contre à peine 0,01 g pour un SMS, c'est 10 000 fois plus. Et vous pensez que cette transition énergétique va modifier profondément nos usages ? En tout cas, on en est à l'heure de la prise de conscience. Je le disais, le numérique ne se sentait pas concerné jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble du secteur, tant des consommateurs que des professionnels. Alors, les grandes entreprises doivent commencer à faire des rapports RSE dans lesquels elles publient leurs émissions de gaz carbonique. Mais effectivement, le numérique est en train de changer. Il change à la vitesse des startups, ça change très vite. On n'a pas trop le choix, mais en tout cas, on pense qu'on peut encore réduire sensiblement la production de carbone avant qu'il ne soit trop tard.
Alors, on va voir ça avec justement un des acteurs de cette économie du mobile, Fabien Aumont. Je rappelle donc, vous êtes le directeur marketing produit chez Adform, société danoise qui est spécialisée dans la publicité digitale. C'est ça, vous voulez préciser? Exactement, une société dans l'adtech qui fournit des solutions d'activation, de gestion publicitaire sur mobile, mais aussi en desktop, en télévision, en DOH. Donc c'est très large, le digital désormais. Aux annonceurs et de monétisation pour les éditeurs. Le but du jeu, c'est vraiment de construire un écosystème qui va permettre l'efficacité publicitaire pour les annonceurs et la monétisation pour les éditeurs. Et alors, à quel point vous êtes concerné par ces questions environnementales, pardon? Alors, on a deux axes. Déjà, en tant qu'entreprise de la tech, on gère des flux de données, énormément de données via nos data centers. Et une manière qu'on a très vite choisi d'opter, c'est de diminuer la consommation carbone de nos data centers. Donc on a nos propres data centers à travers le monde et aujourd'hui en Europe on a 100% de nos data centers qui tournent sur des énergies décarbonées comme l'éolien, l'hydraulique, le nucléaire. Donc vous avez modifié votre politique RSE, c'est ça? On a accompagné un changement et une politique RSE. Alors d'ailleurs, c'est récent ça comme mouvement? Non, ça fait plusieurs années déjà. On publie d'ailleurs, et je pense que c'est assez unique dans l'univers des technologies publicitaires. On publie depuis déjà plus de 5-6 ans nos bilans RSE sur notre site internet qui sont publics et cette notion de développement durable, elle est plus large que l'enjeu climatique et le développement environnemental, puisque ça couvre l'ensemble de l'économie et le rôle sociétal qu'une société comme Adform va avoir. Et donc, quand je parle de ça, le développement durable, il passe aussi par une responsabilité sociétale de défendre le financement par la publicité d'un Internet ouvert et qui va financer le journalisme, par exemple. Alors, une prise de conscience déjà assez ancienne chez Adform, est-ce que les annonceurs et le marché publicitaire en est au même niveau aujourd'hui sur ces questions environnementales? Effectivement, ça fait plusieurs années que chez Adform, on mesure notre empreinte carbone. D'un point de vue de l'industrie, on a un rapport de l'IAB Europe qui est sorti il y a quelques semaines, qui constate que la moitié des participants à l'économie publicité numérique mesurent leur empreinte carbone. Ça veut dire que la moitié ne la mesure pas. Ça veut dire que la moitié ne la mesure pas. Mais verre à moitié vide, là. Il y a le verre à moitié, moi il y a le verre à moitié plein, sachant qu'il y avait jusque-là pas d'obligation à le réaliser. Et donc finalement, c'est une prise de conscience qui est relativement rapide. Les annonceurs, je pense, prennent conscience par le travail extraordinaire qui est fait par les associations et par les agences médias, de justement prendre conscience et évaluer ce bilan carbone de la publicité. Est-ce que vous les accompagnez concrètement, ces annonceurs, dans cette démarche? Oui, tout à fait. Alors nous, comme on est au cœur de l'activation publicitaire, on est à une place privilégiée pour justement les accompagner. Et on a concrètement, par exemple, mis en place une option, une solution de réduction carbone des activations publicitaires digitales directement dans la plateforme qu'on va proposer à nos clients. Ce qui va donc c'est basé sur une mesure du bilan carbone des éditeurs, basé sur une société de mesure qui s'appelle Scope 3. Qui va justement donc évaluer, estimer l'empreinte carbone des différents éditeurs de diffusion d'un annonceur, et ce qui va nous permettre très simplement d'identifier les éditeurs avec une consommation carbone plus élevée et les mettre de côté pour privilégier les éditeurs qui ont une consommation carbone, une consommation plutôt les mettre de côté, c'est-à-dire les exclure du plan pour se concentrer sur les éditeurs qui ont une consommation plus basse. Évidemment, on ne va pas changer tout un plan. On va identifier plutôt les 5% qui ont une consommation excessive de carbone, énergétique excessive, pour privilégier, du coup, migrer ces budgets vers la grande majorité des éditeurs qui sont inférieurs. Et ça va permettre 5% de réduction côté des domaines de diffusion, va permettre facilement d'économiser 20-25% de consommation énergétique. Et certains éditeurs sont plus gourmands que d'autres en bande passante, notamment en raison de pratiques vraiment très liées à cette industrie publicitaire? Oui, c'est un sujet qui est lié à une pratique, alors c'est un peu technique, mais qui s'appelle le header bidding.
Et le header bidding, c'est finalement, pour schématiser, une pratique de la part des éditeurs qui consiste à démultiplier les appels publicitaires lorsqu'il y a une opportunité d'afficher une publicité pour optimiser leur monétisation. Donc c'est une intention qui est louable et qui est très, très efficace. Ils arrivent vraiment à optimiser. D'ailleurs, la plupart des éditeurs maintenant ont mis en place le header bidding. Et l'effet pervers de ça, c'est quand, avec un excès de header bidding, on va démultiplier de manière outrancière les appels publicitaires. C'est ça qui va générer une consommation énergétique excessive. Et donc pour une opportunité publicitaire, on va générer des milliers d'appels publicitaires qui va générer finalement une impression publicitaire. Mais ça ne doit pas être facile de faire entendre ce discours auprès des annonceurs qui cherchent l'efficacité. Et les annonceurs, ils vont chercher l'efficacité publicitaire par rapport à des éditeurs qui vont chercher à optimiser leur monétisation, évidemment. Là, l'intérêt, c'est de construire un cercle vertueux qui va consister en retirant donc, ces pratiques de header bidding excessives, se concentrer sur des éditeurs qui ont une pratique plus modérée de monétisation, et ce qui va être pour le meilleur finalement, parce que sur les pilotes qu'on a effectués sur ce programme-là, on améliore même les KPI des annonceurs. Donc c'est gagnant-gagnant, gagnant pour les éditeurs qui ont une pratique consciente du header bidding, et les annonceurs qui vont s'y retrouver dans leur KPI. Alors dans le développement durable, on parle de scope 1, de scope 2, de scope 3. En gros, il faut aussi être capable de quantifier les émissions indirectes, c'est ça, de production de gaz carbonique, c'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est scope 3 c'est quoi, c'est une norme en Europe Je vous parlais de Scope 3, qui est notre partenaire de mesure, qui est une société privée américaine, qui va développer cette mesure du bilan carbone de la publicité digitale. Mais Scope 3, à la base, c'est autre chose, et c'est effectivement une nomenclature, une sorte de classification des émissions de gaz à effet de serre qui a été établie. Scope 1 sont les émissions directes des entreprises. Donc une entreprise qui produit, qui crée un produit va générer des gaz à effet de serre, c'est le scope 1 quand c'est une émission directe. Quand c'est une émission indirecte, mais toujours liée à sa propre production, on va appeler ça scope 2. Donc là, ça va être la consommation d'électricité de ces plateaux. C'est une émission scope 2 de votre entreprise. D'accord. Et ensuite, scope 3, ça va être toutes les émissions indirectes en dehors de scope 1 et scope 2. Donc c'est facile, c'est tout le reste. Et tout le reste, il est vaste et c'est un énorme chantier parce qu'on parle de finalement monitorer et répertorier les émissions carbone d'intermédiaires. Que ce soit sur ce plateau, que ce soit pour Adform ou que ce soit pour les annonceurs qui utilisent nos plateformes. Et c'est ça qui est compliqué dans la chaîne programmatique, compte tenu de la quantité d'intermédiaires qui peuvent intervenir. Il y a d'autres actions concrètes pour réduire les bilans carbone des campagnes ? Oui, tout à fait. Il y a énormément de facteurs. On a cité donc un facteur qui est le header bidding, mais on parle aussi beaucoup et tu parlais de la sobriété énergétique tout à l'heure. Il y a une sobriété à acquérir aussi dans le digital, dans la publicité digitale, en améliorant la qualité de l'intégration publicitaire, par exemple, en améliorant et en faisant plus attention aux KPI que les annonceurs vont avoir en tête. Donc d'améliorer la visibilité publicitaire, la durée de visibilité publicitaire va avoir un impact direct parce que je vais avoir besoin de moins d'impressions publicitaires pour atteindre mon résultat si j'ai une très bonne visibilité publicitaire par rapport à une visibilité publicitaire moyenne, mais qui va me coûter 2 fois moins cher. Ouais. Donc il y a un coût financier et un coût carbone à évaluer. Et ce qui est vachement passionnant aujourd'hui, c'est qu'on va avancer avec ces 2 pieds dans la stratégie publicitaire de demain, en ayant vraiment ces 2 éléments en tête. Alors qu'avant, on ne regardait que le coût financier et on pouvait prendre des décisions qui étaient très valables financièrement et par rapport à des KPI de marque, par rapport au budget qu'ils ont, mais sans regarder la conséquence néfaste que ça peut avoir sur la consommation carbone. Donc là, on avance avec les 2 pieds et c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sain pour l'ensemble de l'écosystème. Et alors, vous fixez des objectifs, là, par exemple, sur 2023 ? Alors, le premier objectif pour nous, c'est vraiment de prendre des actions concrètes très rapides sur ce qu'on est capable de contrôler et d'influencer avec nos clients. Donc, le header bidding est un sujet, améliorer le pilotage des KPI en est un autre, améliorer la qualité de l'intégration publicitaire. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre facilement, sans douleur pour les annonceurs, de réduire de 50% potentiellement l'impact carbone de leurs plans médias digitaux. Et ça peut se faire juste par cette prise de conscience.
Ensuite, on a un autre enjeu. Pour terminer alors qui va être d'établir toutes ces normes en fait et d'accompagner. Nous, en tant que plateforme, on ne va pas déterminer quelles sont les normes, mais que l'ensemble de l'industrie, grâce au travail des associations, établisse ces normes-là pour pouvoir avoir une vue plus précise et plus exhaustive de la consommation carbone. C'est bien parce qu'on voit que ça bouge en tout cas dans ce secteur du marketing mobile. On voit grâce à vous, Jérôme Bouteiller, d'Écran Mobile, et Fabien Aumont d'Adform. Merci à tous les deux. Juste après, on regarde Où va le web ?